Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Philippe Leux pour ses recueils Solitude d'une sante et Nuit close, parus cette année. Le premier auprès du Grenier Jeanne-Tony dans la collection Les Chants de Jeanne sous le numéro 24 et le second auprès des éditions Bleu d'encre. Un entretien mené pour vous par Sonia K et son adorable accent. Et si quelqu'un sait d'où il nous vient, il gagne un poème, un an d'abonnement gratuit et... roulement de tambour, faut quand même pas rêver. Lecture, Listeria Wallner. Doit-on encore présenter Philippe Leux, auteur de plus d'une soixantaine de recueils, résidant à 3 reprises, 2003, 2005 et 2007, de l'Accademia Belgica de Rome, lauréat de nombreux prix parmi lesquels on citera le prix de poésie Emma Martin 2011, décerné par nos amis de l'AEB pour Selon le fleuve et la lumière, ou le dernier en date, le prix Charles Plinier 2018, décerné par la province du Hainaut pour L'imparfait nous mène. Quant à nos amis greniéristes, oui, c'est comme ça qu'on a décidé de vous appeler. Ils se souviendront sûrement que nous l'avions reçu en 2019 à l'occasion de la sortie d'un mendiant sans teint. C'est donc avec un grand plaisir que nous l'accueillons à nouveau pour la sortie de ces 2 recueils. Mais avant de commencer cet entretien, Philippe, j'ai envie de te demander comment ça va par les temps qui courent? Bonne question, parce que pour tout le monde, je crois que la période est difficile. Ça touche pas uniquement le culturel, ça touche l'horeca, ça touche tous les contacts humains qu'on avait l'habitude d'avoir. Et par exemple, dans le milieu des écrivains, donc nos présentations de poètes et de romanciers qui ont été reportés à l'AEB, par exemple. On est en retard d'une quarantaine d'auteurs qui devaient être présentés depuis mars. Il y a 3 auteurs qui sont présentés chaque mois. Et donc, on est en déficit de contacts et de présentations. Et donc, c'est un lourd tribut pour tout le monde. Et donc, la période n'est pas très facile. Et je l'exposais à Baba en venant. Ça génère chez beaucoup de gens une angoisse qui n'est pas habituelle. Des idées noires, sombres, qui ne sont pas habituelles. Je crois que c'est la période qui veut cela. On n'a pas été préparé. Qu'en plein XXIe siècle, on soit soumis à des quarantaines successives, à des confinements, c'est pas très, très heureux. Et les gens qui ont été habitués à voyager sous toutes les latitudes, ou d'aller à des concerts où tout le monde se frôle, tout le monde fait la fête, on arrive à une période de manque, de sang, vraiment de dénuement. Donc la période... Et encore, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre, parce que moi j'ai fait le Covid en octobre, mais je ne l'ai pas fait gravement. Une bonne grippe, et 10 jours après, j'en ai gardé une fatigue, ça oui, mais il y en a qui ont été entubés, sous respirateur, et qui ne sont plus là pour nous le dire. Donc on ne peut pas encore se plaindre. Alors Philippe, nous avons décidé de te recevoir pour 2 recueils, Solitude d'une sante et Nuit close, car il s'agit de 2 collections de 6 ans. Pour débuter, j'aimerais que tu nous dises comment tu situes ces ouvrages dans l'ensemble de ton œuvre, large déjà de plus d'une soixantaine de recueils, et comment tu les situes l'un par rapport à l'autre. Et pourquoi as-tu décidé de t'intéresser à cette forme strophique particulière qu'est le 6 ans? Mais ce sont 2 recueils où la forme choisie, c'est le 6-1, c'est-à-dire c'est une obligation pour moi de d'écrire avec une contrainte. Et comme le disait Tarkovsky, il est intéressant, lui il parlait bien évidemment de cinéma, mais son père Arseniev était poète, et donc la liberté peut naître de la contrainte. Et ça a aussi un avantage, la forme brève, que
que ce soit un cisème, un til, un tercet ou un quatrain, ça oblige le poète à ne pas délayer ses formes et donc aller à l'essentiel dans le travail poétique qui est surtout un travail d'économie, de densité. Et donc ça me convient bien parce que à l'intérieur de... il ne faut pas qu'il y ait un mot de trop. Il ne faut pas qu'il y ait... Les vers sont comptés d'office, mais il ne faut pas qu'il y ait un mot de trop qui rompe le rythme ou la musicalité ou la fluidité du message. Et donc, j'avais consacré en 98, avec une espèce de tourment, point d'interrogation, 44 quatrains. Et puis, à travers d'autres recueils, j'ai utilisé le quintil, par exemple au déjeuner sur l'herbe, pour un recueil intimiste. Et c'est une forme qui convient bien. Donc de 3 à 7 vers, le poète est obligé de concentrer et de donner un regard qui soit le plus juste possible. Ça, c'est au lecteur à le dire après. Rentrons dans le vif du sujet avec ce premier recueil, Solitude d'une sante, dont je te propose d'abord que nous écoutions quelques morceaux choisis. Je t'offre, ami, mes doigts, ma pelure d'abîme, toutes mes fragilités, puisqu'il consent ce cœur à désigner l'objet, cette folle survivance. Parfois, l'herbe sauvage nous ressemble assez bien, maigre et désolée, avec la fine coupure du jour qui fait baisser les yeux. Sous la sente, l'affront que le temps assume, avec les jambes drues, des marcheurs pesants, et le poids de mes mots au sang des délivrances. Premièrement, pourquoi cette thématique de la sente qui apparaît tout au long du recueil? C'est une sente particulière entre mélancolie et espoir, et entre mots et cadences dont tu nous proposes le parcours. Je me trompe? C'est-à-dire que, dans Solitude d'une sante, il y a à la fois les thèmes, on ne varie pas trop ces thèmes. On est tenu en écrivant depuis très longtemps à des thèmes, je dirais, familiers, communs. C'est le fait d'un ton, c'est le fait d'un choix aussi, de parler de choses plus mélancoliques. Et il se fait que je suis un grand marcheur, hors Covid, hors période Covid, je suis un grand marcheur. J'aime bien déambuler dans les villes, dans les campagnes, et donc le temps de la marche c'est aussi un temps de la solitude, et c'est quelque chose qui fore du verbe forer, qui fore le travail sur une certaine cadence. Et dans les cisins, on arrive à une cadence qui ne soit pas trop longue à accomplir, puisque on passe très vite d'un vers à l'autre, et puis d'un cisin à l'autre, d'une page à l'autre. Désormais, il me reste parcourir ce sentier, comme si le pas venait de lui-même, jeté sous la semelle, un peu de matière. Au milieu de la sente, les reliefs du temps, un cœur bien usé, la trame des jours aiguisée à vif, qui délivre le nu. C'est un peu comme la marche. Je compose parfois, tout en marchant, des textes que ma mémoire essaie de retenir, parce que j'ai pas toujours un calepin ou un carnet sous la main, mais que j'essaie de retenir. Et c'est vrai que la marche fait
aussi travailler la conscience, la lucide conscience qu'on peut avoir de soi. C'est-à-dire que tout en marchant, mais on redécouvre au pas du marcheur l'univers que l'on peut observer, que l'on peut scruter. Et c'est aussi une manière de générer des souvenirs. On emprunte les pas qu'on a déjà empruntés, ou qu'on a déjà assumés. Et c'est aussi tout un travail, entre guillemets, intellectuel de pensée. Donc, je crois que c'est le cas chez beaucoup d'écrivains. Le fait de marcher, ça nettoie l'esprit et ça fait venir les mots. C'est une manière d'inspiration, peut-être un peu facile, mais bon, il se fait que j'aime bien déambuler et donc d'observer et puis de retranscrire comme des traces. Comme j'aime bien la photographie, donc un beau paysage ou une belle lumière, quelque part, ça doit être maintenu, soit en argentique, soit dans les mots du poème. C'est une façon de garder des traces, parce que bon, je sais pas, j'ai 65 ans, à force d'assumer son existence, on voit que bon, les années ne s'allongent plus. On est dans le 3e âge, on sera bientôt dans le 4e, etc., etc. Donc le temps est important. Et les traces qu'on peut en garder, puisque les heures sont vite dépassées, sont éphémères au fond. Et plus on vit, je crois, plus la notion du temps n'est plus extensible. C'est un peu le trésor de l'enfance de croire que le temps est indéfini et infini dans l'activité d'un enfant. Bon, je me rappelle des bons souvenirs d'enfance où on avait l'impression d'être hors du temps lors d'une activité. Une chose m'a frappée à ta lecture, c'est combien tes mots saignent les pages comme le pied saigne. Peut-être d'avoir trop marché sur la sente, ou comme on se sent exilé, et que l'on signe la sente d'un sang solitaire. C'est un effet que tu as voulu ou une vue qui te semble juste si on se base sur ces textes? Dois-je encore compter? Compter la mesure et la plaie, ce que le mot détache, des peaux blessées et des lames qui incisent le bleu des veines. C'est-à-dire que bon, le sang, comme d'autres images de perte ou de manque, s'associe facilement au travail de la solitude. Donc c'est tout un travail mélancolique, de chagrin, de solitude, et de temps à autre, oui, les images de sang peuvent venir colorer le parcours. Toute vie est faite de choses excellentes, de choses moins appréciables, et la douleur a sa place, la tristesse y a sa place aussi, selon les circonstances. J'ai perdu mon épouse il y a un an et demi, en août 2019, et ça a été pour moi une coupure radicale, quoi. On se retrouve du jour au lendemain, après 40 ans de vie commune, on se retrouve tout seul, quoi, à devoir se débrouiller, en dépit de toutes les aides ou en dépit de tous les regards bienveillants, mais on se retrouve tout seul, à manger tout seul la plupart du temps. Et donc, cette expression de la solitude, bon, elle fait partie aussi des circonstances. Mais je crois que je suis pas pessimiste, je le disais tout à l'heure à Baba, je ne suis pas d'un tempérament pessimiste, mais ma poésie est quand même assez mélancolique parce qu'elle consigne souvent tout ce qu'on peut avoir perdu. Si avec Solitude d'une sente, il est question de nos pérégrinations,
On suivra le cours de nos nuits pèlerines avec Nuit close que tu viens de publier chez Bleu d'encre et dont je te propose d'entendre quelques morceaux avant que nous en parlions. Rien de plus sûr que l'incommode route qui passe au travers des nuits, un doigt d'ombre ensommeillé de temps. Les nuits circulaires, à tomber vers soi d'un balcon de prouesse. On tend la main sans recours, on ose enfin se méprendre. Voilà, nuit presque dépareillée. On va recoudre les souffles, se prendre en main sans se retourner. Le cœur voilé de vie. Bien, Philippe, que trouve-t-on sur le rebord d'une nuit close? Ah, la nuit, c'est d'abord un temps à la fois d'exil et de refuge. La nuit a son temps. Et elle est marquée au sceau de la solitude, elle est aussi marquée au sceau des souvenirs et des rêves, ou bons ou mauvais rêves. Et on est sans cesse au bord d'une nuit. Donc, je ne sais plus qui disait très justement, mais je crois que c'est Bernard Noël, chaque matin s'oriente vers sa fin, la nuit, le soir. Mais il disait beaucoup mieux que moi. Et donc, on est dans un processus tellement habituel, mais qu'il nous dépasse, qu'il nous déborde. J'imagine que même si vous êtes homonyme, tu n'as pas voulu nous parler d'une nuit passée avec Philippe Close, l'actuel bourgmestre de Bruxelles. Toi qui es un poète ennuyé. Alors, comment doit-on comprendre cet adjectif féminin close? Comme une nuit fermée? Comme une nuit entourée de quelque chose comme une clôture? Comme une nuit dont il ne serait plus question ou qui serait achevée? Ou encore comme une nuit mathématisée et qui serait dès lors quelque chose comme une demeure de la stabilité? Mais il y a toutes ces exceptions qui sont possibles. Close dans le sens de fermer, donc fermer sur elle-même, avec des précipices, avec des moments de désarroi, d'angoisse. C'est une clôture la nuit qu'on peut se donner. C'est aussi un refuge où on poursuit son existence avec des bornes, avec cette clôture de la fin du jour. Retour sur texte si tu le veux bien. Nuit close, comme un fruit dispensé par la main qui a faim de paix, ce lait des meurtris dans la bouche d'ombre. Oh, on se rempare comme on peut, on taille dans le noir la limite du cri, l'offrande à peine sûre de ses poumons blessés. On ne sait presque rien des promesses de l'aube, de l'ouverture vers le monde. Replié, on se sert dans l'étroite mesure des mots tissés de nuit. Tiens, s'il fallait éclairer tes mots à la lueur d'une lumière nocturne, que choisirais-tu? Le scintillement de l'étoile? Le reflet de la lune? Les voiles d'une aurore polaire? Ou les spectres des lumières zodiacales? La lampe ou la chandelle? Ce serait plus la chandelle. C'est-à-dire que
mes poèmes travaillent sur une lumière un peu étouffée, une lumière dispensée par la chandelle plus que par un néon ou par un sunlight, comme au cinéma. Et ça correspond bien à l'intimisme des textes. Je pense au très beau recueil philosophique de Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle, où il se mettait à explorer la nuit, le thème de la nuit, toujours par le biais des poètes, parce qu'il a lu quasi tous les poètes qu'il était possible de lire en France jusqu'en 1962, l'année de sa mort, pour en évoquer la texture phénoménologique de sa philosophie. Et donc, oui, la flamme d'une chandelle, c'est le moment aussi, la nuit, il y a un côté où on se recueille, où on est vraiment plongé dans sa conscience, et on a le temps de penser, on a le temps d'explorer, même les facettes les plus sombres. Et donc, oui, ça me correspond bien, la flamme d'une chandelle. Encore quelques mots avant de conclure. Vienne la suie, cette mue des heures lentes. On paraisse dans l'entre-deux des pentes. On ne sait plus qui vient, parfois, heurter le cœur. J'écris avec un peu de sang, cette couleur du pauvre que la veine bleuit quand elle souffle la souffrance des mains et l'effroi brusque des yeux. Nous arrivons au terme de cet entretien. Mon cher Philippe, il est donc temps pour moi de te demander quels sont tes projets poétiques à venir. Bon, un qui est vraiment tout proche, c'est la sortie demain aux nouvelles éditions d'Anco Pinchard d'un recueil qui s'appelle Prendre mot. Et donc, je vais recevoir les exemplaires demain. Et en mai, je viens de relire les épreuves d'un essai que je consacre à 30 poètes belges contemporains, vivants, sauf une dame qui est décédée depuis, mais c'est 30 poètes et au travers de 42 livres. Et donc c'est un essai qui s'inscrit dans une nouvelle collection du Coudrier, à cœur d'écrit, où un poète critique est invité à évoquer par des articles, un essai, ses ferveurs poétiques. Et donc, j'ai fait un premier choix. Donc, c'est un projet qui remonte à plusieurs années. J'avais peur de ne pas le voir venir au jour parce que je me dis, bon, on ne sait pas, bon, ça prendra du temps. Et puis, c'est quand même un travail d'une certaine ampleur. Et je l'ai intitulé « Aux hautes marches ». Et donc, ça va faire un volume de 186 pages avec des textes sur les auteurs, sur 42 livres belges, de poésie belge, et des bibliographies pour chacun de ces auteurs. Et donc, ça, c'est la collection à cœur d'écrit, donc les entrelus et il y a eu un premier volume, c'était les entrelus de Jean-Michel Aubevert, ici les entrelus de Philippe Leux, et comme sous-titre, aux hautes marges, parce qu'il y a à la fois des noms célèbres, des grands poètes qui sont fêtés de ci, de là, mais il y a aussi des gens qui sont plus en marge. Et donc il était important de les mettre en valeur par cet essai. Je suis content de ce qui paraît là, mais c'est comme l'iceberg. Bon, c'est un des premiers essais qui va sortir sur les auteurs, alors que j'ai fait des milliers d'articles, et c'est vraiment la toute petite partie qui va être éditée en mai, chez Joël Billy au Coudrier, à Mont-Saint-Guibert. Eh bien, tout cela m'a l'air fort passionnant. Et en attendant que tu nous reviennes pour en discuter,
Il me reste à te souhaiter joie et succès. Et surtout, n'oubliez pas, ceci n'est pas un masque.